Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la Fabrique de la diplomatie. Nous avons l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir des personnalités éminentes pour la dernière session de cette matinée de la deuxième journée de la Fabrique de la diplomatie sur le thème « Quelle architecture de sécurité européenne ?» Et donc vont nous rejoindre sur scène Monsieur Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, sous vos applaudissements. Madame Hélène Conway-Mouret, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Monsieur Pierre Vimont, ambassadeur de France, senior fellow à la Fondation Carnegie Europe. Monsieur Frédéric Mondoloni, directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et Monsieur David Cadier, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, modérateur. Et Monsieur Cadier, le micro est à vous. Merci beaucoup, merci madame. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette table ronde sur la sécurité européenne que j'ai le plaisir, et je dois dire l'honneur de modérer ce matin. Réfléchir à la sécurité européenne, c'est une question d'importance, d'actualité, comme l'a montré la réunion de la coalition dite des volontaires qui s'est tenue à Paris jeudi. Mais c'est aussi une question de long terme, car ça demande de s'interroger sur les structures, les principes, les moyens d'assurer la paix, la stabilité et la sécurité en Europe. C'est donc une question éminemment complexe, mais nous avons la chance ce matin d'avoir un ensemble d'intervenants dont l'expérience et l'expertise diplomatique individuelle et combinée, je pense, ferait pâlir n'importe quelle table ronde dans n'importe quelle conférence. Et donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter, même si je pense quiconque étant familier de la diplomatie française connaît nos intervenants. D'abord, Monsieur le ministre Hubert Védrine, vous prendrez la parole en premier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, ancien conseiller diplomatique du président François Mitterrand, ancien secrétaire général de l'Élysée. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur les sujets qui nous intéressent ce matin, parmi lesquels on peut citer, dans les plus récents, Une vision du monde chez la collection Bouquins et le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Merci d'être avec nous ce matin. Madame la ministre, madame la sénatrice, Hélène Conway-Mouret, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Vous avez été ministre déléguée aux Affaires étrangères, vous avez été vice-présidente du Sénat, et vous préparez en ce moment, je crois, un rapport d'envergure sur la défense européenne et en particulier sur sa base industrielle. Merci beaucoup d'être là ce matin. Monsieur l'ambassadeur Pierre Vimont, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ambassadeur de France, chercheur senior à la Carnegie Europe. Vous avez été directeur de pas moins 3 ministres des Affaires étrangères, ambassadeur à Washington et auprès de l'Union européenne. Et vous avez été le premier secrétaire général du service européen d'action extérieure de la diplomatie européenne. Donc on a hâte de vous entendre notamment sur l'aspect européen. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Monsieur le directeur, merci également, Frédéric Mondoloni. Vous êtes directeur général pour les affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Europe, pardon, je mélange tout le temps. En tout cas, vous êtes au cœur du réacteur de la diplomatie française. Et on peut mentionner aussi que vous avez été auparavant dans vos fonctions directeur pour l'Europe continentale, donc les questions de sécurité européenne vous occupent, je pense, depuis plusieurs années, si j'ose dire. Donc, merci encore à l'auditoire et à nos 4 intervenants. Je m'empresse de vous donner la parole, j'ai hâte de vous entendre sur ces sujets, avec la première question pour vous, Monsieur Védrine, une question assez générale, qui est tout simplement quelle architecture européenne est possible et souhaitable dans le contexte actuel, et qu'est-ce que l'Europe et la France peuvent faire pour favoriser son avènement? Bon, d'abord, je m'excuse, j'ai une extinction de voix. Je suis venu quand même, On vous en remercie. parce que le sujet est formidable, mais je vais être obligé, vous m'entendez là ou pas? Bon, désolé. Je suis obligé de concentrer mes propos. Donc je vais être encore plus brutal que d'habitude. Je pense qu'on est dans une année zéro, en fait.
Je rappelle que, après la guerre, ce sont les Européens qui ont supplié les Américains de les protéger. Ce n'est pas des alliés. Il y a un protecteur et des protégés. Pendant toute la Ve République, et Macron a eu beaucoup plus de conviction, les Français ont essayé de convaincre les autres, soit de faire une Europe de la défense, soit au minimum de développer une autonomie européenne. Aucun Européen n'a jamais soutenu ça. Jamais. Vous ne faites pas d'illusions sur la com récente. Hein. Jamais. On pouvait espérer que Poutine, par son agression immonde contre l'Ukraine, allait réveiller les choses. Il a réveillé l'esprit de défense en Europe, dans l'Alliance. Donc il a liquidé l'idéologie des dividendes de la paix. Il a entraîné les neutres à entrer dans l'OTAN. Poutine s'en fiche d'ailleurs, il n'y a que l'Ukraine qui l'intéresse. Donc ça a réveillé l'esprit de défense dans l'Alliance. Oubliez tout ce que vous avez lu sur l'Europe de la défense qui se réveille. C'est pas vrai. La preuve frappante, c'est le sommet de l'OTAN. Au sommet de l'OTAN, les Européens, beaucoup plus terrorisés par le lâchage de Trump que par les menaces de Poutine, ont pris des engagements énormes, intenables, pour calmer Trump. Donc les idées françaises, tout à fait bonnes, hein, d'un minimum de préférence européenne dans les achats d'armement, zéro. Le texte le plus vrai sur l'architecture, c'est le communiqué de l'OTAN, de La Haye. Il n'y a pas un mot sur l'Europe dedans. Il n'y a pas un mot sur la préférence européenne, qui était une bonne idée. C'est passé relativement inaperçu. Le choc de la réalité qui s'est imposé à tout le monde, c'est quand la Commission, dans ce domaine, elle a un pouvoir fédéral. Donc le fédéralisme n'entraîne pas forcément l'idée de puissance. Hein. La Commission a dû reconnaître qu'on était obligé d'accepter les décisions de Trump, les 15%. Sinon, ça aurait été pire. Et quand la France disait faux, utiliser l'instrument anti-coercition, les Européens se sont ligués pour que Macron arrête de dire ça. Et donc Mme von der Leyen n'est pas à critiquer. On peut le déplorer. Mais elle est le résultat de 20 à 30 années d'Europe qui veut continuer à vivre dans un monde imaginaire, fondé sur la protection qu'on oublie, l'État-providence sans fin, etc. On en est là sur tous les plans. Donc moi, je vous conseille de ne pas vous faire d'illusions, d'oublier les 250 colloques où vous avez été sur l'Europe de la défense, etc. C'est du vent, hein, intégral. Donc il nous reste quoi? Des décisions budgétaires intéressantes en Europe, mais dont on ne sait pas à quoi elles vont conduire, parce que dans la plupart des pays, on été obligés de dire en même temps, on va acheter américain, encore plus. Donc on en revient à la question, est-ce qu'on peut donner corps à l'idée de préférence, pas de préférence, on n'y arrivera pas, mais un minimum de choix européen, ce qui supposerait toute une opération en Europe pour des fusions-acquisitions, pour regrouper, parce qu'il y a beaucoup trop d'entreprises défense. Si on arrive à une quinzaine en Europe, on arrivait peut-être à faire pression. D'autre part, n'oubliez pas que les 15% auxquels on a dû se résigner au soulagement des entreprises, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'Amérique ne veut pas, elle veut que la Commission renonce au texte de régulation des plateformes. 8 jours après l'accord où Mme von der Leyen a accepté, Trump a menacé. Il faut que l'Europe renonce aux différentes directives issues de Breton, qui étaient très bien. Voilà la réalité. Alors, l'élément dans ce tableau effrayant, c'est pas de ma faute, l'élément intéressant, c'est la préfiguration à travers la discussion sur les garanties. Le travail de Macron, de Starmer, etc. Il y a plein de pays, mais la plupart d'entre eux comptent pour du beurre, il y en a une dizaine qui comptent. Ceux qui proposent de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, dont Poutine ne veut pas, mais enfin c'est mieux que rien, et les pays en question demandent des garanties à l'Amérique.
Donc, c'est pas le cas pour le moment. Mais, dans le tableau que j'ai fait, pour moi, c'est le plus positif. Parce que c'est peut-être la préfiguration à moitié masquée, non pas de l'Europe de la défense, etc., mais d'un pilier européen de l'Alliance, qui est le seul domaine dans lequel on peut avancer dans la conjoncture actuelle. Et comme je pense que le Trumpisme est durable, il y a un mouvement populaire de fond, même s'il va se corriger, bien sûr. C'est ce que je mets en tête pour ne pas être que tragique dans mon propos, qui vous tombe dessus, là. Donc, comment donner corps à ce rassemblement des 26 pays disponibles pour... Comment arracher le cessez-le-feu? Bon, ça dépend de Trump. Comment arracher le fait de donner des garanties, même si la Russie est contre? Les garanties peuvent être autour, en fait. Et comment faire cheminer ça vers un pilier européen de l'Alliance que même les États-Unis accepteraient. Tout le reste me paraît, puisqu'on est en 2025, illusoire. Voilà, désolé de la... On commence par la douche froide, vous voyez. Non, au contraire, merci beaucoup. Je pense que tout le monde est réveillé maintenant, effectivement. Et vous avez apporté une réponse claire à la question « Quelle architecture de sécurité européenne ?» Vous répondez « Un pilier européen de l'OTAN, c'est la seule possibilité. » On pourra revenir évidemment sur tous ces points. Merci beaucoup. Madame la ministre, si je me tourne vers vous et que je vous pose cette question également assez générale, de quelle est la meilleure façon en fait, d'assurer la paix et la sécurité sur le continent européen? Est-ce que vous partagez certains des éléments qui viennent d'être évoqués? Comment au jour le jour vous-même vous œuvrez en fait, à cet objectif? Écoutez, d'abord, je voudrais remercier la diplomatie, l'Académie diplomatique plutôt, d'avoir organisé cette table ronde sur ce thème, parce que traditionnellement, les questions de défense et de sécurité sont séparées, chacun dans son silo. Les diplomates et les politiques négocient et les militaires agissent quand ceux-là ont failli. Donc aujourd'hui, c'est vrai que alors bien sûr, j'adhère pleinement aux analyses du ministre Védrine. Disons que moi j'ai plutôt le nez dans le guidon chaque jour, puisque dans cette commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, nous traitons bien évidemment des questions de défense, mais également des géopolitiques, ce qui m'amène à penser que la diplomatie doit reposer aussi sur la géopolitique et la défense de même. Nous préparons depuis quelques semaines déjà le budget. C'est le moment le plus politique en France. C'est le moment où le gouvernement dévoile ses priorités par les crédits qu'ils allouent aux différents ministères. Alors, j'ai ce double regard puisque je représente les Français établis hors de France, donc le ministère des Affaires étrangères m'intéresse au plus haut point. Ce ministère qui, depuis des décennies, fait des économies. Je pense que cette année, il en fera encore. Qui a le budget de l'Opéra de Paris pour l'ensemble du monde, qui vend ses emprises pour pouvoir maintenir son parc immobilier, et qui, malgré tout, aujourd'hui, assure à la France toujours une présence absolument incroyable, qui a été décidée il y a des années, mais qui, au fil du temps, malheureusement, n'est pas renforcée, et je pense que cela est dommage. Et en même temps, je suis rapporteur pour le budget de l'équipement des forces armées françaises, et donc là, je vois mon budget augmenter. Quand on a diminué celui du ministère l'année dernière de 75 millions, celui des armées augmente de 3 milliards chaque année. Donc vous voyez, la priorité aujourd'hui de la France, et elle n'est pas exceptionnelle puisqu'elle s'inscrit dans un mouvement, général, mondial, de réarmement, mais plus particulièrement en Europe, à cause de la guerre en Ukraine, qui fait que, aujourd'hui, un grand nombre de pays vivent finalement dans la psychose collective d'une menace russe qui se traduirait par l'invasion de leur propre pays, puisque malheureusement le président Poutine a ceci en commun avec Hitler, de penser que il a envie de récupérer les territoires où se trouvent des populations russophones, comme ce fut le cas pour Hitler pour les autres. Alors, pourquoi j'aimerais, en quelques minutes, essayer de vous faire la démonstration, mais je pense que le parterre est convaincu.
que finalement le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est un acteur principal dans cette architecture de sécurité. Alors non pas parce que nous sommes ici invités par cette académie diplomatique, parce que nous sommes dans un panel avec un ministre d'exception, et puis chaque fois que je rencontre Pierre Vimont, je me souviens que quand même son personnage dans le film de Bernard Tavernier, Quai d'Orsay, a volé quand même la vedette au personnage du ministre. Mais c'est vrai que nous avons des diplomates d'exception, et cette France qui aujourd'hui continue à avoir une parole qui est attendue, une parole qui est entendue, et heureusement, et on le voit, c'est vrai que nous avons un président qui est en capacité aujourd'hui d'inviter à Paris avec une réponse quand même collective des Européens, mais qui le fait parce qu'il y a cette attente de ce que nous avons bâti depuis des décennies, et que les acteurs principaux aujourd'hui continuent à mettre en œuvre. Alors, je ne sais pas si nous sommes dans une année zéro, mais moi j'ai l'impression qu'au lieu d'une guerre froide entre pays, nous avons la formation de deux blocs majeurs. Nous avons d'abord un réarmement qui est plutôt défensif et dissuasif, en tout cas au niveau européen. C'est certain. L'Europe ne s'arme pas pour faire la guerre à la Russie ou à quiconque. Il n'y a aucune ambition hégémonique de la part des Européens. Nous avons des populations qui ne sont pas forcément prêtes à faire la guerre. Et pour preuve, dernière tension politique entre l'Inde et le Pakistan s'est traduit par un combat aérien, mais qui n'est pas allé plus loin. Parce que je pense que les leaders ont compris qu'un engagement pouvait avoir finalement une implication qui ferait que si on arrivait à cette guerre qui est annoncée par certains, une sorte d'apocalypse entre la Chine et les États-Unis, eh bien, je crois que les leaders ont pris conscience finalement de ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire l'anéantissement de l'humanité, au vu du nombre d'armes que nous avons aujourd'hui. Sur le plan aussi sécuritaire, nous avons monté des mouvements nationalistes, notamment en Europe, mais dans un bon nombre de pays, à ceci près que, moi je note que leur programme n'a pas non plus d'ambition territoriale. Nous avons des programmes nationalistes basés sur l'immigration, sur la sécurité, sur le retour aux valeurs traditionnelles, mais il n'y a pas cette ambition comme dans les années 30, de ce que nous avons pu connaître. Et puis, enfin, une interdépendance, notamment économique, entre les États-Unis et la Chine, je crois qu'il peut nous rassurer. On en revient au projet de Jean Monnet, et quand cette interdépendance économique existe et qu'elle est forte, eh bien, c'est quand même un barrage contre la guerre. Alors, quid de la diplomatie et de son rôle dans tout cela ? Pour moi, la diplomatie traditionnelle, eh bien, d'abord, c'est la négociation, donc c'est le temps long, c'est convaincre l'autre, c'est connaître sa langue, c'est être présent, c'est connaître son histoire, la culture, et c'est surtout essayer de répondre à ses besoins, tout en défendant, bien évidemment, ses intérêts nationaux. Et aujourd'hui, qu'avons-nous ? Nous avons, au niveau international, je n'appellerai pas la diplomatie américaine, d'ailleurs, une diplomatie, parce que nous avons un homme qui, seul, sans équipe, tweet, fait savoir ce qu'il pense. Donc nous avons une immédiateté. Le court terme, pour des raisons économiques majoritairement, idéologiques certainement un petit peu aussi, en tout cas pour ceux qui le conseillent. Et donc nous avons une brutalité qui s'impose, en effet, dans le relationnel, et surtout un président qui, je crois, fait la démonstration, cela a toujours été, il n'est pas exceptionnel en cela, que les relations extérieures sont instrumentalisées au profit de la politique intérieure. Parce que Donald Trump s'adresse essentiellement à son électorat de base, auquel il veut démontrer qu'il est le patron, le boss, qu'il est en capacité de virer qui il veut. Nous sommes dans le show permanent. Et donc, nous avons là l'exemple, finalement, d'un président qui instrumentalise, en effet, ceux qu'il rencontre et qu'il invite dans le salon ovale pour son socle électoral et les élections à venir. Donc, nous avons ici, je crois, l'opposition de
cette diplomatie traditionnelle à laquelle la France est attachée, et je crois qu'elle doit continuer à l'utiliser parce qu'elle n'est pas la seule. Je crois que le ministre Lavrov est un merveilleux diplomate, et je pense que les diplomates ici présents pourront dire combien, en effet, la diplomatie russe s'inscrit dans la tradition de la diplomatie française. Et même si, en effet, les Chinois, aujourd'hui, nous disent qu'ils ont des diplomates qui sont des loups guerriers, la Chine s'inscrit également dans le temps long. Donc c'est tout à l'opposé de ce que les États-Unis font, et je crois qu'il faut que nous fassions très très attention aujourd'hui, et j'en arrive à mes déblocs, de ne pas nous retrouver aspirés, attirés pour des raisons en effet de sécurité européenne dans ce bloc occidental auquel je ne suis même pas sûre que les États-Unis aient envie de continuer à appartenir, mais qui nous éloigne de ce que l'on appelle le Sud global, qui est en fait tout le monde à l'exception des Occidentaux, c'est-à-dire de nous. Et je crois qu'il faut que nous fassions très très attention à cela, et que la diplomatie justement a ce rôle à jouer aujourd'hui de convaincre dans les relations bilatérales que nous avons. Et sincèrement, même si nous coupons un peu les crédits, je peux vous assurer que nos réseaux éducatifs, culturels, économiques, l'aide publique au développement, enfin toute notre présence fait que nous continuons à éduquer les élites locales et étrangères, que nos entreprises françaises, et c'était le thème de la table ronde précédente, sont bien présentes et créent cette interdépendance économique avec les pays de résidence des entreprises françaises, parce que ce sont des milliers d'emplois qui sont créés. Eh bien, je crois qu'il faut que nous misions sur cela, parce que nous n'avons pas le choix si demain nous devons en effet nous retrouver entraînés dans un conflit qui n'est pas le nôtre, dans une concurrence entre la Chine et les États-Unis qui n'est pas la nôtre et qui se fait, je pense, à notre dépens. Donc je m'arrêterai là, et puis je répondrai bien volontiers si vous avez d'autres questions. Merci. Merci Madame la Sénatrice pour cet appel vibrant en faveur de la diplomatie. Je pense que le nombre d'étudiants qui participent à cet événement, en tout cas, témoigne d'un intérêt de la nouvelle génération pour ce métier. Alors, c'est un métier qui, à mon avis, aussi amène parfois à traiter des problèmes très difficiles, et je pense que tout ce qui tourne autour de la guerre en Ukraine, de la guerre Russie-Ukraine en est un. Monsieur l'ambassadeur, je me tourne vers vous, justement, au sujet des conséquences de ce conflit en cours. Dans un papier que vous aviez fait pour la Fondation Robert Schuman, vous aviez une belle formule. Vous expliquiez que l'architecture de sécurité européenne telle que nous la connaissions, c'est-à-dire notamment incarnée par les accords d'Helsinki, s'est effondrée sous le souffle de la guerre Russie-Ukraine. Que faire de ces ruines ? Avec qui reconstruire une sécurité européenne ? Comment ? Quels interlocuteurs ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Merci beaucoup. Et d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et c'est toujours un peu difficile de venir après les deux précédents orateurs et oratrices qui ont déjà dit beaucoup de choses. Mais je vais essayer de prendre le problème d'une manière différente. Et peut-être à travers une perspective, en effet, très européenne, comme vous me l'avez demandé. Première réflexion, cette discussion, cette réflexion entre Européens sur un nouvel ordre de sécurité en Europe, nous ne pouvons pas l'avoir. Et nous ne l'avons pas. On n'arrive pas à discuter de ça à 27 ou même avec d'autres Européens qui ne sont pas des pays membres de l'Union européenne. C'est une discussion qu'il est très difficile simplement d'entamer et de commencer. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos partenaires nous disent nous sommes dans le temps de la guerre, et donc le temps de la diplomatie, ce sera pour plus tard. On ne peut pas imaginer de discuter avec les Russes, avec Vladimir Poutine, Lavrov ou quiconque, parce que nous sommes confrontés à cette machine de guerre russe, et donc il n'y a pas de place pour la négociation et pour la diplomatie, et j'y reviendrai. La deuxième chose, et c'est naturel d'ailleurs, il y a énormément d'émotions. Dans beaucoup de réunions auxquelles je participe et où il y a des représentants de l'Ukraine, lorsque les organisateurs de ces réunions nous disent peut-être faudrait-il envisager de faire venir des représentants russes pour connaître un peu le point de vue russe, la réponse est non. Je quitte la salle si un Russe vient. Et donc il faut qu'on soit conscient aussi de cette réalité-là. J'en ajouterai une troisième d'ordre historique. Si vous regardez la politique russe de l'Union européenne depuis l'élargissement de 2004,
Il n'y en a pas. Nous n'avons pas réussi ni à mettre en œuvre le partenariat stratégique que Javier Solana avait négocié avec les Russes à la fin des années 90, et depuis lors, nous n'avons jamais pu avancer. Et vous vous souvenez de cet épisode, je crois Sylvie Kaufmann le rappelle longuement dans un livre récent, lorsque Madame Merkel avait tout d'un coup eu l'idée, malheureusement mal préparée, mal élaborée, de proposer aux autres membres du Conseil européen d'avoir un sommet avec Vladimir Poutine en 2021, quelques mois, 6 mois avant l'intervention russe en Ukraine, ça avait été une levée de bouclier de la part de tous les autres membres de l'Union européenne, en particulier des pays de la frontière Est, Pologne, Pays-Baltes, Roumanie et quelques autres. Donc la vérité, pour ceux qui ont travaillé à Bruxelles, ce qui est mon cas, on ne peut pas parler de la Russie, on ne peut pas avancer et essayer de se mettre d'accord sur une approche russe, une approche à l'égard de la Russie et une ligne de conduite, une politique tout simplement des Européens vis-à-vis de la Russie. Or, pour moi, le problème est que cette absence de politique, cette absence de stratégie, cette absence de vision tout simplement, est dramatique parce que, et c'est ma deuxième idée, nous en avons plus que jamais besoin. Premièrement, je ne crois pas à l'idée que quand il y a la guerre, il n'y a plus de diplomatie. Au contraire, il en faut. Et la vérité, c'est, je dirais, comme les diplomates professionnels ont un peu abandonné le terrain, ce sont d'autres qui sont rentrés sur ce terrain-là. Et je vous renvoie à un formidable article de l'ancien directeur de la CIA, William Burns, par ailleurs diplomate lui-même, qui soulignait que depuis quelques années, c'était les représentants des services de renseignement qui en fait avaient pris la relève et qui continuaient à garder plus ou moins une ligne de communication, un canal de communication avec Moscou. Et mon sentiment, c'est que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, ou c'est un élément qu'il faut avoir, mais que ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric, il interviendra sûrement sur ce point-là, mais je reste convaincu que les diplomates ont aussi quelque chose à dire et que la diplomatie, c'est la deuxième jambe d'une action internationale importante. Il faut la puissance militaire, c'est important, le président le rappelle en permanence, il faut être fort pour être écouté, mais il faut aussi des diplomates un peu agiles pour trouver les moyens de parler avec leurs interlocuteurs, tout simplement pour mieux les comprendre et pour essayer peu à peu de bâtir d'une manière ou d'une autre des formules de compromis. Mais la deuxième raison pour laquelle il me semble très important, et ça c'est une vraie raison de fond, c'est que je crois qu'on ne retrouvera une paix durable, juste, stable avec l'Ukraine que si en même temps qu'on négocie la fin et une sortie de ce conflit, on a pris en compte et réfléchi à l'étape d'après, c'est-à-dire le long terme. C'est d'ailleurs une vérité d'évidence. Dans la diplomatie, il faut s'occuper du court terme, mais il faut avoir en permanence le long terme, le temps long aussi en tête avec ce vers quoi on veut aboutir. Je donne un exemple qui pour moi est évident. Pourquoi est-ce que, et Hubert Védrine le rappelait il y a quelques minutes avec raison, pourquoi est-ce qu'actuellement toute cette discussion sur les garanties de sécurité à l'Ukraine donne le sentiment de tourner un peu en rond et de tourner autour du pot sans vouloir l'aborder? C'est que bien évidemment, des garanties de sécurité dans un contexte où vous n'aurez pas vraiment une paix durable avec la Russie, où vous n'aurez pas réglé les problèmes de fond, ce que Vladimir Poutine et la diplomatie russe appellent les causes profondes, les root causes. Si vous n'avez pas eu le courage de regarder cette question-là, alors vous n'avez pas vraiment réglé le problème. Ce qui veut dire, et vous voyez bien que c'est pour ça que beaucoup de nos partenaires européens restent très réticents à l'idée d'avoir des troupes européennes ou des militaires européens en présence sur le terrain en Ukraine, c'est que quelle que soit la sortie immédiate de la guerre d'Ukraine, trêve, cessez-le-feu, éventuellement même un accord de paix, si nous n'avons pas eu le courage à un moment d'avoir une vraie discussion avec les Russes sur les causes profondes et ce que pour nous doit être demain un ordre de sécurité en Europe, alors une grande incertitude va demeurer autour de la présence de nos troupes, c'est-à-dire tout simplement le risque qu'elles se trouvent engagées dans une confrontation à tout moment,
puisque cet accord ou cette sortie à laquelle on sera arrivé demeurera très instable et très incertaine et que nous n'aurons pas réglé les problèmes de fond. Et je voudrais insister sur ça parce que ce qui se dessine à l'heure actuelle, faute d'avoir une vraie réflexion sur ce que doit être un ordre de sécurité en Europe, c'est le risque de se retrouver, si jamais la guerre en Ukraine arrive à être arrêtée ou même simplement interrompue, c'est de nous retrouver dans une situation, j'appellerais cela une instabilité stratégique, avec la permanence d'une menace russe à nos frontières. Et très honnêtement, je ne vois pas comment nos démocraties gèrent une menace de ce genre, une instabilité de ce genre. Pensez aux relations politiques. Et vous voyez déjà qu'aujourd'hui, en plein milieu de la guerre, la Hongrie, la Slovaquie veulent avoir des relations avec la Russie. Et si vous êtes dans une instabilité de ce type qui va perdurer et se prolonger, vous verrez l'unité européenne se défaire très, très rapidement. Certains pays voudront relancer des relations économiques avec la Russie. On entend déjà parler comment reprendre Nord Stream 2 et retrouver des livraisons de gaz avec la Russie, etc., etc. Donc je ne vois pas comment l'Union européenne, à 27 ou même au-delà, avec nos partenaires à l'extérieur, Grande-Bretagne, Norvège et autres, gère une situation d'instabilité de cette sorte. Donc nous avons besoin d'une réflexion et d'un travail ensemble sur cette ordre de sécurité. Et ma troisième réflexion, c'est quels doivent être les éléments constitutifs éventuellement de cette réflexion. En d'autres termes, j'entends beaucoup de gens, ceux qui sont prêts à mener cette discussion, me dire d'une manière ou d'une autre, il faut revenir à Helsinki, 1975, plus les grands accords de stabilité stratégique entre l'Amérique et l'ex-Union soviétique, aujourd'hui la Russie, refaire les accords et les mesures de transparence, l'accord Open Sky, un nouveau type d'accord sur les forces conventionnelles en Europe et la transparence en matière de manœuvres militaires. Mon sentiment, c'est que ce n'est pas vers cela que l'on va. Que la vraie discussion qu'on doit avoir sur un ordre de sécurité en Europe, c'est d'aborder le fond de la crise et de la guerre, les raisons profondes de cette guerre en Ukraine, dont on voit bien que pour la Russie, c'est en réalité gérer cette zone grise entre l'OTAN et l'Union européenne d'un côté et la Russie de l'autre. Tous ces pays qui sont à la frontière, Ukraine, Moldavie, Biélorussie, Géorgie, probablement même Arménie et Azerbaïdjan, quel est leur statut ? Quelles doivent être leurs relations avec l'Union européenne et l'OTAN? Parce que dans l'esprit de la Russie, tel qu'on le voit actuellement, dans l'esprit russe, tel que celui-ci se développe en Ukraine, c'est bien la question de l'indépendance et de la souveraineté de l'Ukraine, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et que donc c'est à ce niveau-là que les questions doivent se poser. Les questions relatives à va-t-on vers une neutralité éventuellement de l'Ukraine pour une période donnée? Cette neutralité sera-t-elle une neutralité armée ou pas? Faut-il parler de non-alignement d'un certain nombre de ces pays? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser et qu'il faut avoir le courage, entre nous, les Européens, de définir une position sur ces questions-là, en partenariat bien évidemment avec nos amis ukrainiens, qui ont leurs idées sur ce sujet et qui sont très éloignés des nôtres à ce stade, et à partir de là, d'avoir le courage de la défendre à mesure qu'on pourra réinventer un canal de communication avec les Russes. Et pour terminer sur un dernier point, qui est le point qu'abordait Hubert Védrine il y a quelques minutes, c'est-à-dire celui des États-Unis, il ne faut pas compter sur les États-Unis pour nous aider sur cette réflexion-là. Nous devons l'avoir, d'abord parce que nous défendons nos propres intérêts, nous devons définir notre ligne entre nous, et ensuite nous devons aller bravement et courageusement la défendre face à la Russie, face éventuellement à d'autres acteurs, de façon à avoir notre propre vision de ce que doit être demain l'équilibre stratégique en Europe, une éventuelle stabilité stratégique en Europe, et ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Et forcément, à mon avis, je termine sur ce point, le résultat de tout ça ne sera pas Helsinki. Ça ne sera peut-être même pas la guerre froide.
tel que nous l'avons connu avec la politique de containment ou bien de coexistence pacifique. Cela ressemblera davantage peut-être à ce que nous avons fait au XIXe siècle dans les diplomaties des grands empires, avec une manière de réinventer un équilibre comme ça entre grandes puissances. Et donc le chemin est immense pour l'Union européenne, mais il faut commencer par sortir du déni dans lequel nous sommes, qui est de se dire, d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir terminer cette guerre et revenir au confort d'avant. Non, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire de l'Europe et nous devons réinventer la méthode européenne, réinventer l'Union européenne à mains égards, réinventer notre relation avec les États-Unis, réinventer notre relation avec l'OTAN, comme disait Hubert Védrine, et moi j'irais peut-être même plus loin qu'Hubert Védrine. C'est peut-être plus qu'un pilier européen de l'OTAN qu'il faut inventer, mais un OTAN européen à la fin, si les Américains, comme je le pense personnellement, continuent peu à peu à se dégager de l'Europe tout entière. Bref, c'est cet effort-là, et comme disent les Américains, cet effort pour penser hors de la boîte, thinking out of the box, faire preuve d'innovation et de créativité, et c'est ça le chemin devant nous à l'heure actuelle. Je m'arrête là, j'étais trop long, pardon. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous donnez beaucoup de pistes. Vous nous avez fait beaucoup de pistes pour cette nouvelle pensée. Je retiens qu'il n'y a pas de discussion sur l'architecture de sécurité européenne parmi les Européens. Pourtant, elle est nécessaire. Et vous avez expliqué qu'il ne faut pas s'attendre à une nouvelle cathédrale, bâtir une nouvelle cathédrale type Helsinki, mais plus le concert européen du 19e siècle. Merci beaucoup pour ces différents points. Je ne doute pas que nous reviendrons sur plusieurs d'entre eux. Monsieur le directeur, je me tourne vers vous. Beaucoup de sujets ont été abordés qui, je ne doute pas, vous occupent au jour le jour. Comment intégrer l'Ukraine dans cette architecture de sécurité européenne? Comment gérer la question russe ou maintenant la question américaine? Comment vous voyez ces problèmes et comment, d'un point de vue pratique, vous les abordez au jour le jour? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux être sûr que... Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Déjà, je voulais remercier les organisateurs de cette table ronde et plus globalement de la Fabrique de la diplomatie. Franchement, pour un diplomate professionnel que je suis, c'est vraiment une grande joie de voir de voir cette salle pleine, de voir la queue quand je suis arrivé ce matin des étudiants, qui voulaient rentrer dans le bâtiment. Et vraiment, ça... Voilà, moi, ça me fait chaud au cœur parce que ça montre que nos sujets intéressent et que voilà, on est aussi dans un moment où il faut que ces sujets, je dirais, sortent du petit périmètre de ceux qui s'en occupent au quotidien, comme c'est mon cas, voilà, pour intéresser toute la population. Donc merci beaucoup et merci d'être présent et c'est super de voir cette salle pleine. Ensuite, évidemment, je suis très honoré de participer à un panel à côté de vous, monsieur le ministre, qui étiez le ministre quand je suis rentré au Quai d'Orsay il y a quelques années. Et en plus, j'ai constaté à quel point vous étiez encore très en forme malgré votre extinction de voix. Donc on va essayer d'être un peu à la hauteur. Madame la ministre, merci pour ce que vous avez dit sur votre action actuellement, notamment au Sénat en termes de budget. C'est essentiel. Alors nous plaidons au Quai d'Orsay, nous, pour non seulement un réarmement du pays avec la nouvelle loi de programmation militaire, mais un réarmement diplomatique aussi. On a eu quelques bonnes nouvelles il y a quelques années. Là, le contexte budgétaire est très contraint. Mais il faut savoir que la France dispose du deuxième, je dirais, réseau diplomatique dans le monde pour un coût extrêmement faible par rapport au budget de l'État. Le programme 105 que je co-pilote, c'est, une fois que vous enlevez les contributions volontaires aux organisations internationales, c'est moins d'1 milliard d'euros. C'est pour tout le réseau, les contributions, une partie des contributions internationales. Voilà, c'est tout l'appareil diplomatique qui, quand vous regardez le budget de l'État, a un coût tout à fait raisonnable. Voilà. Et puis, toi, Pierre, évidemment, je connais bien, qui parle d'appeler Pierre Vimont. Alors, Pierre Vimont, il personnifie, je dirais, la diplomatie française, pas simplement dans la bande dessinée Quai d'Orsay qui a déjà été citée, mais en général. Voilà. Donc, la marche est très haute. Donc, je vais quand même m'essayer à quelques points, d'autant plus si, merci Pierre, ton intervention m'aide, il faut en plus tout réinventer. Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut y réfléchir ensemble, avec la question que je me pose de mon point de vue, je dirais, de praticien actuel. Qu'est-ce que ça veut dire pour un diplomate en fonction aux prises avec la réalité des rapports de force et la vérité du terrain? Tout d'abord, en introduction, juste un point, il faut se méfier, je pense, de la notion d'architecture elle-même, hein, parce que dans les relations diplomatiques, on ne part pas d'une feuille blanche, comme vous le savez, sur lesquelles on dessinerait des plans
d'une construction nouvelle, élégante, dans la vie internationale, dans la vie des États, dans la vie des peuples. C'est plutôt, je dirais, on essaie de trouver des équilibres, mais on hérite de situations, on hérite d'une histoire, on hérite d'une géographie, on hérite d'un état de fait, on hérite de rapports de force qui sont essentiels dans la vie internationale. Et donc l'édifice qu'on essaie de bâtir, c'est plus un édifice de compromis, un édifice bancal, un édifice de pièces rapportées, je dirais. Et donc l'édifice est souvent plus bancal que spectaculaire, il est souvent plus fragile que solide. Et donc pour rester dans la bande dessinée, on est plus chez Numéro Bis, vous voyez, que chez Mansart ou Le Corbusier. Voilà. Donc je pense qu'il faut être prudent. Et ensuite, pour les spécialistes, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, le terme même de l'architecture de sécurité est un peu connoté, avec une vision russe assez particulière qui est derrière, et je pense qu'il faut aussi en avoir conscience. Alors, quelle est la situation aujourd'hui de mon point de vue ? 3-4 points majeurs que je voudrais développer sans être trop long. Premièrement, le constat qui s'impose radicalement, c'est que nous vivons aujourd'hui plus une période de destruction qu'une période de construction du cadre de sécurité européen. Bon, donc là, je vais aller vite parce que le ministre en a déjà beaucoup parlé, et Pierre également. Il est clair que le cadre de sécurité européen qui a été mis en place après la guerre froide, dans le contexte de la guerre froide, pour garantir la stabilité de l'Europe, déjà, il faut avoir en tête qu'il n'a jamais eu pour objectif de bâtir une paix durable. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'empêcher la guerre en maîtrisant les tensions, en trouvant des espaces de coopération. C'est la logique de l'acte final d'Helsinki, 1975, qui a déjà été cité. Et donc, voilà, 50 ans de l'acte final d'Helsinki, aujourd'hui en 2025, par lequel les grands adversaires de la guerre froide décident de s'entendre sur quelques principes fondamentaux et de maîtriser, je dirais, leur confrontation pour qu'elle n'escalade pas trop. Aujourd'hui, clairement, ce cadre de sécurité européen est totalement remis en cause. Je pense qu'il faut en avoir conscience. Je ne sais pas si on est dans une année zéro, mais je reprendrai peut-être le terme du ministre, pour plusieurs raisons. Déjà, des raisons externes à l'Europe qui la dépassent. On a affaire à un réveil des puissances, des ambitions, un retour, je dirais, du jeu des puissances classiques sur les États-Unis. On voit le président américain qui revendique le Groenland, par exemple, le Canada. En Russie, bien sûr, avec la guerre en Ukraine, mais pas simplement. Et puis aussi, je dirais, d'une manière différente, mais affirmée, avec la Chine. Donc, pour citer un livre de Thomas Gomard qui s'appelait « Les ambitions inavouées », moi, je pense qu'on est dans les ambitions totalement avouées maintenant. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience de ce retour de la force dans la relation internationale, ce retour des sphères d'influence, la remise en cause brutale de l'encadrement de la force par le droit, la violation de la Charte des Nations Unies par des membres permanents, notamment de la Russie, bien sûr, la fin de l'arms control également, avec la destruction, soit l'obsolescence, soit la remise en cause de tous les grands traités stratégiques les uns après les autres. Ça a commencé par le traité ABM, maintenant les traités START, le traité de maîtrise des essais nucléaires est moribond, et on essaye, la diplomatie française essaye de conserver encore le TNP, mais qui sera peut-être le prochain à tomber si les crises de prolifération nucléaire ne trouvent pas une réponse. Donc déjà à l'extérieur de l'Europe. Ensuite, à l'intérieur de l'Europe, bien sûr, il y a aussi des raisons internes à cet échec. L'échec de la maison commune avec la Russie, qui, encore une fois, je pense, les Européens ont une part de responsabilité, les Européens de l'Ouest, je veux dire, les Russes aussi, bien sûr, malgré des intérêts fondamentaux en ce sens. Là, on peut, évidemment, la guerre d'Ukraine acte de manière spectaculaire cet échec, mais ça avait commencé, bien sûr, avant, notamment avec la Géorgie, mais même avant. Et puis, pour l'Union européenne, très clairement, un sous-investissement chronique dans les questions de défense, comme ça a été rappelé aussi par les précédents intervenants, un déni très clair, y compris alors sur les questions de défense proprement dites, bien sûr, où souvent parler d'autonomie stratégique était une sorte de lubie française, mais également un déni, je dirais, presque dans les questions économiques et commerciales, et on voit à quel point certains pays ont beaucoup poussé la Commission à prendre une posture de fermeté vis-à-vis des États-Unis, et on pense qu'on aurait peut-être pu être encore plus ferme sur certains côtés dans les tractations récentes sur les commerces. Et donc la guerre en Ukraine, elle est à la fois la conséquence de cet effondrement, mais aussi elle est la cause aussi en partie parce qu'elle accélère cet effondrement et elle l'aggrave. Alors, sans être trop long, déjà, je pense que évidemment, le constat est très sombre, mais ça ne doit pas surprendre ni désespérer, ça doit nous inquiéter, mais ça doit nous faire gagner en lucidité, en détermination. C'est la réalité des relations internationales.
qui ont toujours été déterminés par le jeu des puissances. La relation internationale, c'est un espace de compétition entre États, sans système de hiérarchie des normes. On n'a pas de hiérarchie des normes comme en droit interne, et sans système de régulation de la contrainte organisée. Alors non, ça a été tenté avec la sécurité collective, la Charte des Nations Unies en 1945, mais ça dépend de la volonté des États. Donc je crois qu'au moins le mérite de la période actuelle que nous vivons, c'est elle doit acter la fin des illusions en ce sens, et la fin des illusions sur une prétendue communauté ou société internationale. Je le dis assez très clairement, parce que quand j'étais étudiant, peut-être à la place de certains ici aujourd'hui, c'était un peu la doxa. C'était la fin de la guerre froide, c'est une autre période. Et on peut au moins considérer qu'un point positif, c'est que maintenant, on a une lucidité plus grande. Voilà, ça c'était le premier point sur l'architecture de sécurité. Le deuxième point, et j'avance, et j'essaie d'aller, c'est que c'est un défi bien sûr majeur pour les Européens, qui sont les premiers concernés. Si on part du principe qu'il n'y a pas de discussion sur l'Europe, sur la sécurité européenne sans les Européens, on est loin du compte actuellement. Je pense qu'il faut en être vraiment très, très, très conscient. Les Européens doivent bon, alors le sommet d'Anchorage en Alaska avec le président Poutine et Trump, c'est un peu la démonstration. On a parlé de sécurité européenne, évidemment, sans les Européens. Donc parce que évidemment les Russes sur le sujet en Ukraine, comme vous le savez, ont une vision large. C'est les causes profondes. Donc c'est pas simplement l'Ukraine, c'est la question de la stabilité stratégique et la question de la sécurité européenne au sens large qu'ils veulent traiter, et ils veulent régler la question par un dialogue direct avec les États-Unis sans les Européens. Donc pour l'Europe, 3 points fondamentaux. Je vais essayer d'aller vite. D'abord, se désensibiliser de la garantie de sécurité américaine. Pour aller le dire plus brutalement, se désintoxiquer de la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc c'est parce que les États-Unis ne nous en laissent pas le choix. Il y a la question du pivot asiatique depuis plusieurs présidences américaines, bien avant Trump, même avant Obama, mais c'était très clair. Et on va probablement avoir à faire face à la possible réduction de la présence américaine en Europe qui a été décidée dans le cadre de l'OTAN. Deuxièmement, augmenter leur défense et leur résilience face à la Russie, parce que la Russie ne nous en laisse pas non plus le choix, c'est très clair. Nous sommes pour l'instant dans une période de confrontation multiforme. Alors on n'est pas dans une période de guerre peut-être, quoique du point de vue russe, la question peut se poser. Au moins de confrontation multiforme et dans tout le spectre. Voilà, de la guerre la plus réelle, cinétique comme on dit maintenant, à la guerre hybride, et probablement pour un temps long. En tout le cas, il faut s'y préparer. Et donc, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, la solution, ou en tous les cas, c'est de décider résolument de se prendre en main pour ne pas sortir de l'histoire. Encore une fois, le sommet d'Anchorage, pour nous, ça a montré la rapidité avec laquelle les Russes et les Américains peuvent se réunir et traiter de questions de sécurité, dont l'Ukraine, mais plus largement. L'Europe sont les sujets principaux sans les Européens. Alors cette prise de conscience, elle est difficile. On accouche dans la douleur, mais je pense qu'on progresse, pour répondre un peu à Pierre. En tous les cas, on a cette discussion, même si elle est difficile. L'ordre de priorité, pour moi, doit être clair. D'abord, c'est renforcer notre posture de défense et de dissuasion. Et donc, c'est très bien qu'on se réarme à court terme, même s'il faut aussi se réarmer au point de vue diplomatique. Et puis, à moyen terme, présenter des positions communes entre Européens, ce qui nécessite effectivement l'ouverture d'un débat. Alors, c'est lent, c'est difficile. On a commencé. Voilà, je pense qu'on a commencé. Il y a eu une discussion importante entre le président de la République et le chancelier Merz à Brégançon fin août. Le président était en juillet en Grande-Bretagne avec la rénovation du traité de Lancaster House sur les accords de défense. Et bon, cette discussion est difficile, mais elle a commencé. Voilà. Troisième point, et j'y vais beaucoup plus rapidement, c'est que la guerre en Ukraine est clé. Donc le résultat de la guerre en Ukraine va déterminer largement la future sécurité en Europe. C'est la raison pour laquelle il faut que nous parvenions à son règlement dans des conditions acceptables. Et donc là-dessus, aussi pour répondre à Pierre, il est vrai qu'il y a évidemment des difficultés, voilà, mais je pense que les diplomates sont quand même au travail, c'est pas que les services de renseignement. On parle, y compris aux Russes, on a des canaux ouverts, on a un ambassadeur à Moscou, on a un ambassadeur à Paris, on parle à nos collègues russes de manière compliquée, difficile, probablement confidentielle aussi, d'une certaine manière, parce que c'est le rôle aussi des diplomates, mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit que les services de renseignement qui ont leur rôle à jouer. Bon, déjà, on travaille très bien ensemble avec les services de renseignement, et puis en plus, on parle avec les Russes. Est-ce qu'on progresse? C'est autre chose, mais en tous les cas, on a commencé cette discussion. Pour le règlement de la guerre en Ukraine, il faut le faire à des conditions qui soient, je dirais, acceptables.
Là aussi, trois sous-points principaux. D'abord, contenir le conflit. Je pense que c'est pas de monter aux extrêmes, pas d'escalade, pas l'élargissement du conflit. C'est déjà un travail quotidien et c'est pas gagné. Deuxièmement, constater que la perspective de capitulation d'une partie ou l'autre partie n'est pas crédible à court terme. Donc c'est pas facile non plus de le constater. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique de déterminer les conditions acceptables et donc les paramètres d'un règlement négocié du conflit, sans transiger sur les paramètres fondamentaux d'Helsinki, sans déchirer la Charte des Nations Unies. C'est compliqué. Notre conviction, c'est on n'arrivera pas à une solution qui nous convienne comme Européens si les Européens ne sont pas à la manœuvre, et c'est tout le sens des garanties de sécurité, de tout ce qu'on a fait. Voilà. J'arrête là parce que je sais que je suis trop long en disant que je n'oublie pas qu'on est affaire, on parle de la fabrique de la diplomatie. Donc la fabrique de la diplomatie, plus globalement, ça doit intégrer plusieurs facteurs. On essaie d'y travailler au quotidien. Je l'ai dit, les rapports de force dans tout le spectre, mais aussi des facteurs moraux, voire symboliques, les idéologies et les personnalités. C'est fait de caractère d'hommes. Donc ce sont les autorités politiques qui déterminent la diplomatie, sous le contrôle du ministre, enfin, des deux ministres qui sont là. Les diplomates, ils aident en essayant de faire deux choses. D'une part, d'avoir l'analyse la plus lucide possible, et d'autre part, d'avoir une sorte de proposer des initiatives et d'être engagé. Sur la lucidité et l'analyse, on a tenté l'exercice avec la RNS, que je cite comme la Revue nationale stratégique, qui, je pense, donne un peu l'état de l'art pour l'instant, avec une version publique de l'analyse et de tout ce qu'on a décrit. Je vous encourage à vous y référer, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je pense que c'est un bon document, qui a une vocation large, interministérielle. C'est la première fois, avant on faisait des livres blancs, puis des livres blancs sur la diplomatie, là on a fait quelque chose d'intégré. Et puis en conclusion, merci encore. Les affaires de la diplomatie, elles sont souvent complexes, parfois étranges, mais elles ne doivent jamais être étrangères, les affaires étrangères. Donc une bonne diplomatie nécessite d'être comprise et soutenue par la population. Donc je remercie une nouvelle fois les organisateurs qu'on ait pu échanger ensemble, en tout cas présenter quelques points dans ce cadre. Merci beaucoup. Merci, monsieur Meloni. De la fabrique de la diplomatie à la fabrique de la sécurité européenne, nous devons passer à la fabrique de la conclusion et nous avons pour cela simplement 5 minutes, mais j'aimerais quand même pouvoir donner la chance aux différents intervenants de formuler une conclusion. Les tweets de Trump ont été mentionnés, c'est à peu près le format qui nous reste. Monsieur le ministre, vos mots de conclusion. Moi, j'ai deux choses à ajouter, simplement. Alors d'abord, quand Pierre Vimon parle d'un OTAN européen, moi je parle d'un pilier européen de l'Alliance, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avancer. Mais l'objectif, c'est évidemment OTAN européen et à nouveau les accords d'Helsinki. Enfin, nouveau. Et je conseille de relire ce qu'avaient dit Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer et compagnie au moment de la fin de l'URSS. Ce qu'ils avaient recommandé pour la suite n'a jamais été suivi. Clinton et compagnie ont balayé ça, hyperpuissance, on a gagné, on fait ce qu'on veut, on s'en fiche. Donc, ce qu'a dit Pierre, qui allait plus loin, c'est 2 étapes. On dit la même chose, mais c'est chronologique. Deuxième remarque, à nouveau par rapport à ce qu'il a dit. Ce qui va obliger les Européens à se poser la question russe, la question russe à long terme, qu'ils ne veulent pas aborder aujourd'hui, Pierre l'a montré, c'est le fait que Trump va la relancer. Donc assez vite, Trump, quelles que soient les conditions mauvaises ou très mauvaises de l'arrêt en Ukraine, il va relancer la relation bilatérale, économique, stratégique et compagnie. Et donc les Européens vont être devant le choix de condamner en bloc, nouveau Munich, blablabla, ou bien de dire on peut rien, ou bien de se diviser, Pierre l'a dit. Et certains Européens vont dire on ne peut pas laisser à Trump le pouvoir de redéfinir la relation d'avenir en Europe, il faut qu'on y soit. Et d'autres diront jamais. Et pour les Européens, ce sera une occasion historique de trancher, d'adopter une position, et je rejoins ce qui a été dit par Pierre et par M. Mandeloni là-dessus. Merci, monsieur le ministre. Madame sénatrice, votre conclusion ?
Oui, je pense que la Russie est le thème principal de nos préoccupations à venir, tant sur le plan militaire, avec la menace qui est perçue par un certain nombre de nos alliés européens, de par leur histoire, qui est encore récente pour beaucoup d'entre eux. Et donc, je suis tout à fait d'accord que nous devons aujourd'hui prendre des décisions qui vont être très compliquées, parce que nous serons divisés justement par cause de notre géographie, de notre histoire, qui aujourd'hui est commune, mais ne l'était pas jusqu'à récemment. Et donc, je pense que nous devons faire très attention à ce qui se passe. Munich a peut-être choqué, mais je pense que la photo qui a été prise récemment à Pékin l'a été encore plus, de ce que les Américains appellent les CRIC, c'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Et aujourd'hui, nous avons cette Russie dont l'histoire naturelle est européenne et aujourd'hui est tirée vers l'Asie pour cause de la guerre en Ukraine, puisque la Russie fait appel à la fois à l'Iran et à la Chine pour ses matériels militaires, fait appel à la Corée du Nord pour ses hommes, et puis aujourd'hui brade son pétrole à l'Inde, mais qui ne fait pas partie des CRIC, mais qui par la voix de son président, annonçait que l'Inde mettrait en place cette nouvel ordre mondial voulu par la Chine. Donc nous devons faire très attention qu'aujourd'hui, cette histoire russe ne change pas dramatiquement, ne soit pas tirée vers d'autres horizons pour d'autres raisons, et que finalement, la question russe pour nous, qui va rester préoccupante sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan géopolitique, ne soit pas, que les Européens aient la chance de pouvoir s'impliquer, d'avoir leur mot à dire et de conserver un équilibre, parce que nous devons l'avoir avec ce pays, quelle que soit la fin de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup. On m'a fait signe qu'il nous reste 2 minutes, ce qui nous fait 1 minute de conclusion chacun. Monsieur Vimont, Monsieur Mondoloni. Monsieur Vimont, je vous en prie. Je vais aller très vite et prolonger ce qui vient d'être dit par Hubert et par Madame la ministre. De 2 points de vue. Le contenu d'abord de cette question russe qui en fait est majeur. Comme l'a très bien dit Hubert Védrine, cette question russe sera relancée par l'Amérique qui ne s'intéresse bien évidemment qu'à ses intérêts propres. Donc c'est aux Européens d'inventer leur propre politique russe. Tout le problème, c'est le fait que du fait de l'histoire, du fait de la géographie, chaque Européen arrive avec une vision totalement différente et de manière tout à fait compréhensible. Et en ajoutant bien évidemment l'Ukraine qui a aussi sa propre vision du problème. Et compte tenu de cette énorme difficulté d'arriver à définir ensemble ce que pourrait être une approche commune vis-à-vis de la Russie, il me semble qu'il y a un problème de méthode qui se pose aussi. C'est que dans les règles, dans le cadre des institutions de l'Union européenne, trouver un accord à 27 à l'unanimité, ça ne marche pas. Et donc, il ne faut pas être surpris que de manière extrêmement pragmatique, on ait déjà commencé à inventer la coalition des volontaires et d'autres choses. On va voir cela de plus en plus. Et c'est en réalité là qu'est le défi pour les Européens. C'est-à-dire qu'un groupe de pays, on a commencé à le voir avec la France et la Grande-Bretagne. Frédéric a fait allusion aux entretiens du président avec le chancelier allemand. On va voir, et encore une fois pour moi, c'est le retour à la diplomatie du 19e siècle, on va voir réapparaître des groupes de pays qui, de par leur statut sur la scène internationale, de par leur histoire, de par leur géographie, sont un peu appelés à être les leaders naturels du groupe. Mais pour cela, il faut que au sein de l'Union européenne, tout le monde plus ou moins accepte qu'on va prendre des libertés avec les règles qui existaient jusqu'à maintenant. Et ça va être un formidable défi, y compris vis-à-vis des institutions européennes. La Commission européenne saura-t-elle accepter cela, manifester suffisamment de souplesse? C'est vraiment l'un des enjeux et l'un des défis les plus importants pour les Européens dans les mois et les années à venir. Merci. Un défi important, en effet. Monsieur Mondoloni, votre conclusion ? Non, merci beaucoup. Alors, très rapidement, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, y compris les sujets difficiles. La difficulté de définir une politique russe entre Européens vient aussi quand même du fait aussi de la politique russe elle-même.
notamment évidemment avec la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'on y travaille, mais aussi prendre en compte le fait que nous sommes face à une guerre d'agression qui rend évidemment la discussion ensuite entre Européens, avec les histoires, les géographies qui sont différentes, extrêmement compliquée. On y travaille au quotidien, mais évidemment c'est dans les deux sens qu'on doit, je pense, analyser le sujet. Rapidement, je reprendrai les deux mots que j'ai utilisés à la fin. Une bonne diplomatie, alors encore une fois, on navigue un peu à vue, on essaie de bâtir cette architecture plus à la numéro bis qu'à la mansarde. On essaie de défendre nos intérêts nationaux en réduisant les risques ou les conséquences des affrontements et en essayant, au contraire, d'essayer de maximiser les chances ou les bénéfices de possibles coopérations. C'est comme ça qu'on essaie de définir une diplomatie. Deux mots doivent nous guider, à mon avis. D'abord, c'est, en tout cas pour les diplomates en fonction qui sont aux prises avec toutes ces questions, l'analyse. Et pour une bonne analyse, il faut avant tout la lucidité. Donc, je crois qu'on a démontré qu'on a une vision claire et pas du tout irénique de la situation. Et donc, la lucidité, c'est fondamental. Là-dessus, on a besoin de diplomates bien formés, mais on a besoin de chercheurs, on a besoin de scientifiques, on a besoin de journalistes. On a besoin évidemment d'une vision politique pour analyser le plus lucidement possible les enjeux qui sont en fait et la position des États, les grands rapports de force. Bon, la différence entre Chamberlain et Churchill dans l'entre-deux-guerres, alors que vous avez une Angleterre qui est pacifiste très largement, qui est favorable à l'équilibre des puissances en Europe, qui est probablement assez hostile d'une certaine manière, ou en tout cas peu favorable à la France, c'est qu'ils ont une vision différente, une compréhension fondamentalement différente du changement que dans la politique allemande a introduit l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Donc voilà, là, je pense qu'on a un bon exemple. Quelle est la lucidité? Alors c'est sur d'autres, pas simplement sur la Russie, sur tous les autres sujets, et on va essayer d'avoir une analyse aussi fine que notre ambassadeur, par exemple André-François Poncet à Berlin au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et puis le deuxième point, c'est les initiatives, donc ne pas être conservateur, ne pas être figé sur la ligne Maginot, mais au contraire être en initiative, en mouvement. Je crois que le président de la République, il nous oblige un peu à l'être, mais attention dans cet engagement, juste un mot de prudence, attention à nos partenaires aussi, attention à ne pas croire que, comme ça a été très bien dit par monsieur le ministre et par Pierre aussi et par madame la sénatrice, que la vision française doit s'imposer à tous les Européens parce que c'est la vision française. Je pense qu'on est très très loin du compte, il faut y aller progressivement, il ne faut pas effrayer nos partenaires. Et la réalité des choses, c'est que nous ne pourrons parvenir à rien si la France n'est pas en situation de convaincre avant tout ses partenaires du E3, les Allemands, les Britanniques, et autour de là, d'imaginer des coalitions peut-être mouvantes, effectivement, avec tout ce que ça comporte de difficultés dans un cadre européen fixé. Alors le président a lancé l'idée de la CPE, par exemple. Bon, il y a d'autres idées qu'on essaie de monter qui sont importantes. Donc être d'initiative, mais en essayant de ne pas lâcher nos partenaires principaux sur la route et en ayant conscience que la France est souvent perçue comme partant un peu trop vite toute seule. Merci. Merci. Voilà, nous terminons sur cet appel à l'initiative et la réflexion. La réflexion continue à la fabrique de la diplomatie. Je vous remercie de votre présence ce midi. Et je remercie évidemment nos intervenants. On peut remercier nos invités.